présenter rapidement. Donc, Benoît Clouet, directeur du programme Prospective Industrie, que l'on va vous détailler maintenant. Et je suis donc avec Raphaël. Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Raphaël Sanchez et je suis chef de projet Prospective Industrie. Très bien, donc nous démarrons. Donc, je disais, troisième webinaire qui va plutôt être dédié aujourd'hui aux dimensions humaines, management processus, aux actions managériales dans vos entreprises. Nous avons eu un premier webinaire il y a 15 jours qui était dédié plutôt à la géopolitique, aux dimensions macroéconomiques et aux signaux qui se rapportaient on va dire, aux relations internationales et à cette vision un peu macro. La semaine dernière, nous avions un webinaire plutôt dédié aux dynamiques de développement, aux stratégies d'entreprise, donc on va dire à tous les signaux qui se rapportent à l'entreprise vivant dans son écosystème, aux relations clients-fournisseurs, etc. Aujourd'hui, on descend d'un étage et on va donc s'intéresser aux dimensions humaines et actions managériales de l'entreprise. Et on vous propose pour ce webinaire d'aborder essentiellement 3 points. Un premier point qui va être donc dédié aux mutations sociétales qui viennent aussi aujourd'hui heurter les organisations des entreprises et donc la cohésion sociale. Un deuxième point qui va plutôt être destiné aux innovations managériales, nouvelles pratiques RH. Et enfin, le troisième point sera consacré à l'apprentissage et à la formation continue avec un certain nombre de nouveaux signaux et nouvelles approches. Avant cela, comme nous en avons l'habitude maintenant, nous allons vous présenter le programme Prospective. Et puis, pareil, de la même manière, si vous le souhaitez à la fin, un petit temps d'échange, de questions, si vous le souhaitez, voilà, ou de réaction à ce que vous aurez entendu durant ce temps de webinaire ce midi. Alors rapidement, l'action prospective date un petit peu maintenant, puisque c'est né en 2007 en Pays de la Loire avec un certain nombre d'industriels qui ont pris l'initiative de se doter d'une méthodologie pour capter les signaux dans leur environnement et de se mettre ensemble pour essayer de comprendre leur environnement 2007-2008, donc une autre période de crise. Voilà. Et donc, de cette méthodologie est né un programme qui a ensuite été déployé dans différentes régions de France, d'abord en Bretagne et Hauts-de-France, et puis avec différentes actions collectives des régions. D'autres régions se sont associées à cette dynamique. Et puis, en 2023, la FIM et le CETIM ont amorcé une réflexion pour réintégrer, notamment avec des actions publiques qui étaient plutôt en baisse, enfin des financements publics en baisse. Et donc, a été décidé dès 2024 que l'action Prospective Industrie soit directement autoportée par la profession des industries mécaniques. Et donc, est aujourd'hui sous la bannière Mécalliance, qui est donc la bannière dédiée aux industries mécaniques. Et donc, nous avons aujourd'hui une couverture nationale avec un certain nombre d'actions qui sont menées dans les différents territoires, dans les différentes régions. Nous avons également, comme vous pouvez le voir, mis en place des conventions avec certaines chambres syndicales des UMM qui souhaitent pouvoir faire bénéficier de notre action sur certains territoires. Alors, là encore, prospective industrie, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de prospective, souvent, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Nous, on a fait le choix de vous mettre du verbatim directement des dirigeants industriels qui nous suivent déjà depuis un certain temps pour voir un petit peu ce qu'ils viennent chercher en utilisant et en se nourrissant de prospective industrie. Donc voilà, la notion d'acquérir le quart d'heure d'avance revient souvent, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une vision à 30 ans ou assez lointaine. On est bien dans cette approche de prospective plutôt court, moyen terme, vraiment dédiée aux dirigeants industriels de PME, et puis dans l'idée aussi de pouvoir anticiper collectivement pour nourrir la stratégie individuelle. Voilà. Donc c'est bien une posture aussi qui permet de s'intéresser au futur des organisations, acquérir une vision globale, observer les changements, etc., etc. Voilà.
Donc, on s'intéresse en effet au futur, au pluriel, non seulement au futur projeté qui est celui qui suit la tendance par rapport à un temps donné, mais aussi tout type de futur, qu'il soit souhaitable, probable, plausible, voire même absurde, complètement impossible. Voilà. Donc, l'actualité nous dit tous les jours que des futurs que l'on ne pense pas pouvoir arriver arrivent. Donc voilà, l'idée, c'est bien d'essayer de comprendre notre présent pour anticiper au mieux les futurs possibles. Alors, quelle est notre proposition de valeur? Pourquoi faire de la prospective? Bien, c'est de vous apporter des signaux précoces. Et on a toute une méthodologie qui nous permet de capter ces signaux, qu'on appelle dans notre jargon les signaux faibles, qui viennent nourrir votre réflexion stratégique. Et puis, bien sûr, identifier les ruptures, les évolutions, les changements, et vous accompagner pour essayer de comprendre au mieux ces changements et explorer donc les futurs possibles. Derrière, bien sûr, l'idée pour vous, c'est de réduire l'incertitude, essayer d'être au plus clair sur ce qui peut arriver, et puis, bien sûr, de vous sensibiliser à la démarche. Et donc, notre ADN fort, c'est de pouvoir faire rencontrer et débattre les décideurs comme vous durant nos rencontres prospectives. Voilà. Ce qui fait l'ADN de notre travail, c'est non seulement de capter les signaux, mais de les mettre en résonance directement avec ce que vous vivez, vous, dans vos entreprises. Alors, on couvre un certain nombre de domaines. L'idée, c'est de faire une sorte de 360 degrés autour du dirigeant d'entreprise et puis d'essayer de capter des signaux dans tout ce qui vient perturber le quotidien d'un dirigeant et d'une entreprise. Donc, on fonctionne un petit peu en entonnoir, hein, environnement macroéconomique, sujet qu'on a traité il y a 2 semaines, entreprise, dynamique de développement, nouveaux modèles d'affaires, innovation industrielle, financement, transition environnementale, numérique et lié aux nouvelles technologies. Ça, c'est plutôt ce qu'on a traité la semaine dernière. Et puis enfin, les dimensions managériales, ressources humaines, recrutement, formation, attractivité, qui est le sujet que l'on traite aujourd'hui. Et puis de manière un peu transversale à tout ça, évidemment, les opportunités marché ou sur les marchés émergents. Donc, je vous le disais, on fonctionne un petit peu en entonnoir. Donc là, c'est une autre manière de vous présenter les choses, mais globalement, ça veut dire la même chose, avec en bas à droite un certain nombre de sujets que l'on va chercher. Je vous ai parlé des signaux faibles. Au-delà des signaux faibles, bien sûr, on regarde les lames de fond, les tendances de fond, vraiment ce qui est en train d'arriver, qui est déjà là, qui va venir vraiment transformer les modèles. Donc, c'est lié bien sûr au changement en cours. Et puis, on regarde aussi tout ce qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre. On a 2 informations contradictoires qui s'opposent. On peut peut-être pas encore les expliquer aujourd'hui, mais pour autant, elles sont déjà là. Et puis, enfin, bien sûr, on vous alerte sur aussi ce qui est en train d'arriver. Notre méthodologie, elle est simple. On capte des signaux. C'est ce qu'on appelle notre collecte de signaux et d'analyse de ces informations à travers non seulement une veille poussée tout au long de l'année, mais aussi par l'interview régulière de dirigeants industriels, mais aussi d'experts dans tous les domaines, que ce soit des médias ou des experts thématiques autour des matières premières ou des nouvelles approches managériales comme aujourd'hui. Les points d'orgue, ce sont les rencontres prospectives industrie. Je vous invite à aller voir sur le site de Mécalliance où vous avez plusieurs rencontres qui vont arriver. J'en parlerai juste après. Et enfin, des contenus digitaux pour pouvoir là aussi aller plus loin. Et j'y reviens juste après. Voilà, donc les contenus digitaux, nous avons une interface directement sur le site de Mécalliance dans l'onglet Prospective Industrie, avec aussi la possibilité, donc il y a une interface ouverte qui vous donne accès à un certain nombre de sujets, notamment des dossiers de fonds qu'on a fait cette année. On en a sorti 2, un sur la prospective climatique, donc intégrer les enjeux climatiques dans sa stratégie, et puis un autre plus récent qui est totalement lié au sujet qu'on va traiter aujourd'hui sur la mutation des métiers et des compétences. Ça, c'est sur l'interface ouverte. Et enfin, vous avez aussi, en cliquant sur l'onglet en haut à droite, une interface privative à laquelle vous pouvez vous connecter via vos logins, mots de passe FIM et CETIN. Si vous avez quelques soucis, n'hésitez pas à revenir vers nous et on essaiera de trouver des solutions. Il peut y avoir quelques petits bugs, on s'est rendu compte de ça ces dernières semaines.
Et donc, à l'intérieur de cette interface privative, vous avez nos fiches signaux sur plein de thématiques différentes. Vous avez actuellement en ligne une petite cinquantaine de fiches sur différents sujets, rassemblées dans différentes thématiques. Donc, les thématiques un peu sur cette grille que je viens de vous présenter, hein, un peu en entonnoir, mais aussi la possibilité d'avoir d'autres entrées, des entrées par les méga-tendances, les tendances émergentes, les signaux faibles, une approche plutôt grille de lecture stratégique, donc accompagner, enfin dire la méthodologie stratégique, et puis sinon aussi des scénarios de rupture où on vous projette vers l'avenir. Et puis enfin, si vous vous intéressez à un thème en particulier, les chaînes de valeur, les BRICS, la Chine, l'économie circulaire, vous pouvez aussi avoir directement accès à ces fiches par ces thématiques-là, par ces mots-clés. Chaque fiche est conçue de la même manière. C'est globalement, si vous les imprimiez, un recto verso. On pose d'abord les enjeux. Et enfin, ensuite, on dresse un certain nombre d'impacts potentiels pour vos entreprises. On vous amène les signaux que l'on a captés en lien directement avec cette fiche un peu scénario, des hypothèses des scénarios, souvent avec des questions « et si demain ?» et enfin des sources et des liens pour pouvoir aller plus loin si le sujet vous intéresse particulièrement. Enfin, je vous parlais des rencontres prospectives. Les prochaines dates avant, on va dire, les grandes vacances, avant cet été, sont les suivantes. Donc, le 20 juin à Lyon, le 25 juin à Loudéac, au cœur de la Bretagne, et enfin le 2 juillet à Tremblay en France, donc à côté de l'Île-de-France. Voilà, en Île-de-France et à côté de Paris. D'autres à venir à l'automne. Le programme est quasiment figé, mais donc dès le mois de septembre-octobre, nous aurons une première rencontre et d'autres rencontres à venir étalées entre septembre et décembre. Voilà pour la présentation. Nous allons donc attaquer ce webinaire avec, pour commencer, un certain nombre de signaux, de tendances. Je vous parlais de lame de fond, c'est-à-dire des sujets qui sont déjà là, mais qui sont toujours là, je dirais. Donc, ce ne sont pas vraiment des signaux faibles, mais c'est vraiment des tendances de fond qui s'accélèrent et qui sont de plus en plus présentes. Le premier sujet, la territorialité du recrutement, c'est-à-dire vraiment une approche beaucoup plus locale du recrutement. Et ça, ce sont des signaux, c'est un signal qui se renforce de plus en plus. Deuxième sujet, des tensions sociales et la montée des risques psychosociaux dans les entreprises. Là aussi, sujet récurrent, qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours là. Troisième sujet, qui est là aussi très très fort, et depuis le Covid, qui est un vrai sujet, hein, c'est bien sûr la flexibilité du travail, flexibilité du temps de travail, réflexion menée par un certain nombre d'entreprises sur le fait de passer à la semaine de 4 jours. Donc voilà, il y a vraiment des gros sujets sur l'organisation du travail et plus de flexibilité dans les entreprises qui sont aussi attendues par les salariés, par les employés. En lien directement aussi avec ça, c'est la quête de sens, l'évolution de l'engagement dans les entreprises. Alors parfois plus d'engagement, parfois moins d'engagement. Quand on parle de l'engagement, on ne parle pas forcément de l'engagement uniquement des employés, mais aussi des dirigeants. Donc il y a des vrais sujets autour de la notion de l'engagement. Cinquième gros sujet, l'impact environnemental et social comme vecteur d'attractivité, notamment la RSE. Mais on a plusieurs dirigeants qui nous disent, ben voilà, on doit aujourd'hui faire face à des nouvelles recrues qui sortent des grandes écoles et qui disent, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui disent, ben moi, à titre personnel, j'ai fait le choix de ne plus prendre l'avion. Est-ce que le poste que vous me proposez est adapté à mes convictions personnelles? Voilà, ça peut tout à fait être ce genre de choses. Là aussi, c'est un petit peu le serpent de mer, mais les difficultés de recrutement et le manque de main-d'œuvre dans les industries mécaniques, métallurgiques, c'est quelque chose de récurrent. Et aujourd'hui, dans un contexte un petit peu plus de tension économique, on voit que c'est aussi à nouveau un sujet. Digitalisation des process RH et utilisation de l'intelligence artificielle, non seulement dans les process RH, mais bien sûr aujourd'hui dans l'ensemble des strates de l'entreprise. Et puis enfin, un sujet plus démographique, c'est en France le vieillissement de la population et donc derrière des enjeux de transfert de compétences et de savoir-faire.
pense que ce sont des sujets que vous connaissez, mais il est bon de les rappeler et de vous dire que ces signaux, ces sujets sont toujours très présents et très partagés par les dirigeants d'entreprise. On va donc aborder maintenant le sujet des mutations sociétales. Et là, c'est un sujet qui est plus récent, mais qui est très très présent aussi dans les organisations. C'est le délitement de la cohésion sociale et des questions qui sont souvent posées par les dirigeants sur la question de la fin du vivre ensemble. On voit aujourd'hui une tendance qui s'est rapidement confirmée, c'est l'effondrement de la confiance dans les médias, dans les institutions traditionnelles, dans toute forme de, on va dire, de gouvernance. Voilà. Et puis en parallèle de ça, et c'est lié bien sûr, c'est l'apparition de nouvelles formes médiatiques et puis les réseaux sociaux ou les réseaux dits parallèles, les bulles informationnelles, les podcasts, voilà, une nouvelle manière de s'informer. Donc on a bien derrière ça la confirmation d'un archipel médiatique qui va faire que on n'a plus forcément de référentiel commun. Et donc, derrière, on ne sait plus où est réellement la vérité entre, d'un côté, des sciences dites exactes, hein, et puis aussi des résonances émotionnelles qui se confrontent à cela. La polarisation dont on a parlé il y a 15 jours, la polarisation du monde, donc ou la déglobalisation du monde, eh bien, on le vit aussi à l'échelle de la société, avec une société aujourd'hui de plus en plus polarisée, des personnes qui ne vivent plus forcément dans la même réalité. Voilà. Donc, chacun a sa propre réalité ou sa propre interprétation de ce qu'est la société ou de ce que doit être la société. Donc, il y a bien un lien à la fracture culturelle et éducative qui semble aujourd'hui émerger. Et puis, je vous en ai parlé, mais il y a bien aussi, derrière ça, aussi un changement dans le rapport à la vérité entre, d'un côté, des vérités alternatives ou des fake news, selon la manière dont on se positionne par rapport à une réalité, et puis des faits objectifs. Et on voit aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile de faire sens commun autour de ça. Et donc, la science et la raison, est-ce que c'est finalement pas une opinion parmi d'autres? Donc voilà, on voit bien derrière des convergences de tendances et des forces en présence, crise de la confiance dans les institutions, les médias, je vous en ai parlé, fragmentation de l'espace public, nouvelles fractures sociales, retour de la force brute dans les relations internationales. Là, évidemment, c'est très, très criant actuellement. Crise de la démocratie ou des démocraties. Et puis aussi révolution technologique et médiatique qui fait en sorte que l'on ne puisse plus avoir une seule vérité. Alors, est-ce qu'il y a toujours eu qu'une seule vérité? C'est la question. En tout cas, c'est de plus en plus difficile d'avoir ce référentiel commun, comme je vous le disais. Concernant ces mutations sociétales, quel impact dans les entreprises? Eh bien, le premier point, c'est qu'on voit émerger des blocs sociaux qui montrent cette polarisation qui se vit à l'échelle même de l'entreprise. Et ce qui est partagé par les dirigeants, c'est un peu deux populations dans l'entreprise, ceux qui sont plutôt les CSP+, ou CSP++, qui vont encore aujourd'hui avoir plutôt des choix dans leur travail, qui vont avoir des exigences en hausse, pas forcément que au niveau du salaire, mais aussi au niveau de la liberté de travailler différemment, être sûr que le travail est bien aligné avec la manière dont je vous le disais, mais la manière dont je vois la vie, donc question de sens, équilibre vie pro, vie perso. Et puis de l'autre, les CSP-, qui sont plutôt dans une forme de désengagement, qui vont plutôt chercher un travail comme du consommable, c'est-à-dire attraper le salaire et puis répondre aux besoins immédiats. Et on voit qu'aujourd'hui, ces blocs sociaux peuvent être un problème dans la manière de manager les entreprises. Et puis aussi, ces mutations sociétales qui sont aussi de plus en plus ressenties dans les entreprises et des dirigeants qui partagent le fait d'être inquiets sur la manière de gérer ces conflits internes éventuellement. Je vous parlais tout à l'heure de la violence décomplexée dans la société. Eh bien, ça se vérifie aussi dans les entreprises avec, par exemple, des commerciaux ou des acheteurs qui se retrouvent confrontés à des formes d'agression, d'insultes, de stress, de tension vis-à-vis des clients, vis-à-vis des acheteurs, etc.
Les sujets sociétaux qui arrivent aussi dans les entreprises, en particulier les sujets clivants comme la guerre, comme les questions de religion. Et puis aussi inquiétude de potentielles révoltes sociales. Là, ça fait à peu près maintenant plusieurs mois que des dirigeants nous partagent, on va dire une petite année que des dirigeants nous partagent ces sujets. Voilà pour les questions sociétales. On vous propose de descendre d'un cran et de parler maintenant de recrutement, d'attractivité, de fidélisation. Oui, alors dans cette partie, alors déjà, c'était intéressant de voir que dans les échanges qu'on a pu avoir avec les dirigeants industriels, on notait quand même un assouplissement dans les questions de difficultés de recrutement pour autant, avec des dirigeants qui nous expliquaient que voilà, ils rencontrent de moins en moins de difficultés de recrutement bon, sur certains secteurs, hein, ça reste pas forcément la norme, mais en tout cas un signal faible qui nous a paru intéressant avec voilà, plusieurs dirigeants qui nous font part de changements sur le fait qu'il y ait des CV qui reviennent par les recruteurs, des SS2I qui démarchent, qui renvoient des CV, des entreprises qui arrivent à recruter à des postes pour lesquels il n'y avait pas pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ces difficultés de recrutement qui font toujours face aussi à ces changements aussi dans les exigences des candidats, hein, avec toujours le candidat à la décision, ça c'est pas une question générationnelle, mais des attentes des candidats, on va dire un inversement du rapport de force entre les candidats et les recruteurs. Et également, un point qui est beaucoup ressorti, ce sont aussi la vision de l'entreprise, comme étant, comme par un peu de doigt tout à l'heure sur les questions de cohésion sociale, aussi l'entreprise qui est de plus en plus vue aussi comme un lieu de rencontre, un lieu d'échange de services, notamment lié à ces attentes des collaborateurs sur le fait que l'entreprise puisse devenir justement un centre aussi de services et d'échanges dans les deux sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt l'ordre du signal qui a été beaucoup partagé. Un autre signal en termes d'attractivité qui est tombé plutôt sur le côté de la veille, c'est le concept de salaire décent qui nous a semblé assez intéressant de partager aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Michelin qui a décidé de mettre en place ce concept de salaire décent qui, lui, correspond en fait à un plancher qui est supérieur un peu aux minimums nationaux et qui a pour but voilà, de proposer une rémunération qui est évaluée à un niveau qui doit permettre justement à une famille de pouvoir se nourrir, se loger, constituer une épargne, et qui se décline en fonction des différentes configurations individuelles aux salariés et aux foyers. Ce concept de salaire décent est accompagné également par le concept de ce qu'ils appellent de protection sociale universelle, avec voilà, la volonté de la part du groupe de mettre en place à un niveau mondial ce qu'ils appellent voilà, le socle de protection sociale universelle, qui propose voilà, une couverture de santé, des congés maternité, une assurance décès, ça d'aller un petit peu plus loin que le cadre, on va dire, historique et qu'on le connaît. Donc ça nous semblait un signal assez intéressant à partager. Et puis, toujours dans le thème de la fidélisation, on voit des nouvelles approches managériales qui sont partagées, qui sont testées dans notre réseau et la prospective industrie, notamment sur les questions de transparence. On parlait tout à l'heure d'érosion de la confiance dans les institutions et qu'on voit des entreprises qui, par rapport à ces sujets, tentent justement de récupérer, de rebâtir cette confiance et notamment via les questions de transparence qui deviennent de plus en plus un enjeu dans les entreprises. Avec là deux exemples. Alors, c'est le concept de transparence totale justement pour gagner cette confiance. C'est, on va dire, une démarche, une méthode managériale qui consiste à diffuser de manière la plus ouverte le plus d'informations possible, que ce soit sur les objectifs stratégiques, que ce soit sur les performances financières, que ce soit sur les décisions des directions. Tout ça a pour but justement d'encourager la confiance, l'appropriation des objectifs par l'ensemble des salariés et de manière voilà, entièrement transparente et
avec voilà des impacts pour les salariés comme pour l'entreprise, qui est la favorisation cette confiance, de l'engagement des salariés en réduisant l'opacité, de renforcer l'adhésion aux objectifs de l'entreprise, avec toutefois aussi quelques risques qui sont mis en avant par les testeurs de ces solutions, qui est le risque de surcharge d'informations pour les employés, et également le risque de divulgation des informations sensibles par erreur. Donc voilà, on voit ces démarches-là. Et même d'autres entreprises de notre réseau ont décidé même d'aller plus loin en termes de transparence. Et là, c'est un peu transparence et algorithme. C'est une entreprise qui a décidé de mettre en place, on va dire, une décision basée sur les algorithmes pour décider des primes et des augmentations au sein de leurs salariés. Alors là, l'objectif, c'était de mettre en place justement un algorithme qui permettait de manière transparente l'attribution de primes et d'augmentations qui était basée sur une évaluation des compétences, une évaluation des responsabilités et de l'engagement qui était évalué par les pairs, N+1, N-1. Et l'objectif, c'est que ces décisions-là soient prises d'une manière totalement transparente avec euh, toutes les données qui sont disponibles à tous les salariés de l'entreprise. Donc on voit ces nouvelles approches managériales pour essayer de recréer ces liens de confiance qui se mettent en place. Un autre sujet qui était également ce qu'ils appellent les shadow boards ou les comités fantômes. Bon, c'est pas nous, le terme ne vient pas de nous, mais là, l'idée, c'est des entreprises qui mettent en place ce qu'ils appellent un peu des comités composés de jeunes employés, et jeunes, pas forcément dans le terme de l'âge, mais on va dire plutôt de nouveaux employés, de nouveaux arrivés dans l'entreprise, qui agissent comme des conseillers pour la direction et qui apportent justement des idées, des feedbacks sur la décision stratégique. L'objectif derrière, en fait, c'est vraiment de réunir des profils qui sont diversifiés et qui peuvent avoir une vision différente via justement le fait qu'ils soient nouveaux dans l'entreprise et leur posture plutôt de découvrant. L'objectif, c'est effectivement de mieux comprendre les perspectives aussi des employés et de trouver des solutions auxquelles forcément on n'avait pas forcément pensé en mettant en contribution les idées de ces salariés qui sont nouveaux dans l'entreprise avec voilà, comme bénéfice une facilitation des intégrations de différentes perspectives, on va dire une diversité justement des idées, des points de vue, qui peuvent créer justement aussi une culture plus collaborative, attirer plus les salariés à s'engager dans les décisions de l'entreprise. Et enfin, une dernière approche qui nous a semblé aussi intéressante, c'est des entreprises qui cherchent à renverser un petit peu leur gestion du personnel et notamment de faire coïncider les valeurs personnelles des salariés vers les postes et les missions qui leur sont attribuées. L'objectif, c'est vraiment d'aligner des valeurs personnelles des employés avec les objectifs de l'entreprise avec pour bénéfice voilà, l'engagement, un engagement accru, une réduction un peu de l'épuisement aussi professionnel, la volonté d'attirer et retenir les salariés justement pour en les alignant leurs propres valeurs, comme on le disait, cette question de recherche de sens, hein, comment faire en sorte que cette tendance de fond qui est la recherche de sens profite et bénéficie à l'entreprise. Donc on voit ces approches managériales aussi qui sont relativement émergentes et qui apparaissent dans l'environnement des entreprises. Donc voilà, ça c'est plus pour les nouvelles approches managériales. On va parler de ressources humaines, même si c'est un peu dans le même jus, hein. Un signal qui a été beaucoup partagé par les dirigeants lors de nos entretiens qualitatifs individuels, c'est la question de l'absentéisme, qui est d'autant plus fort et qui apparaissait beaucoup en fin 2024 et début 2025, pardon, avec cette question de santé mentale des collaborateurs qui est et toujours plus au centre des préoccupations de la part des dirigeants, avec ce qui a été partagé, voilà, c'est l'augmentation des arrêts de travail, des absences, l'augmentation de l'absentéisme, dégradation un peu du mental aussi, du moral des équipes, avec bon, plusieurs hypothèses hein, qui sont avancées par les personnes qui voient ça de plus en plus. Hein. Premièrement, c'est aussi avec l'effet du changement climatique, le changement du climat, de la météo, sur l'engagement des équipes et également d'autres dirigeants qui mettent en avant plutôt le manque d'engagement généralisé et une facilité accrue de pouvoir s'arrêter plus facilement de travailler. Euh,
Ce qui apparaît sur ces sujets dans la veille, qui nous a semblé quand même assez nouveau, ce qui pour nous se considère comme un signal faible, hein, quelque chose de vraiment émergent qui peut annoncer des changements à venir. C'est cette question de concept de santé, de congé de santé mentale avec l'apparition dans le monde, là, en 2023-2024, de ce qu'on appelle le congé malheur. Alors, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, où ils proposent justement des congés dédiés à la question de santé mentale. Donc, pour nous, ça me semblait assez intéressant parce que c'est des signaux qui confirment également que cette question de santé mentale n'est pas uniquement en France, mais aussi une démarche enfin, une tendance qui est plutôt globale et qui touche l'ensemble des organisations à travers le monde. Et enfin, toujours sur cette question un peu aussi de santé des collaborateurs. On n'est pas forcément dans la question de santé mentale, mais plus de gestion des risques physiques et santé et sécurité des travailleurs, avec la question du changement climatique et la question aussi des canicules et le changement des conditions de travail liées au changement climatique, avec en France les canicules qui rejoignent la liste des intempéries reconnues comme motif de chômage technique. Ça, c'est depuis juin dernier. C'est-à-dire que conséquence du changement climatique, la canicule, en plus de la neige, le gel, le vent, ça rentre dans cette liste des intempéries qui sont reconnues en France comme motif de chômage technique et qui ouvre justement la voie aussi à des indemnisations en cas, par exemple, d'arrêt de chantier ou d'arrêt d'activité. Et enfin, dans la même veine, c'est l'Espagne qui a voté fin 2024 également la création d'un congé climatique. euh, Permettant justement aux travailleurs de passer au travail en cas de catastrophe ou d'alerte météorologique qui pourrait justement les mettre en danger sur la question de sécurité du travail. Donc ça implique également une nécessité aussi d'envisager plus largement les conséquences du changement climatique sur ces stratégies d'adaptation aux entreprises et comment demain on adapte les horaires de travail, les conditions de travail face à un climat qui change, face à des températures plus élevées ou plus faibles ou plutôt ou face à des aléas ou des changements climatiques qui sont des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Voilà pour la question un peu des approches managériales actuelles. On va parler de formation et de compétences. Oui, alors sur le sujet de la formation et des compétences, là encore, on voulait vous faire une petite synthèse des tendances. Donc là encore, on n'est pas sur des signaux faibles, mais plutôt des tendances de fond qui sont là, qui reviennent régulièrement dans les entretiens que l'on mène avec les dirigeants. Donc, on en a listé donc 10. Donc, premier point, la digitalisation de l'information, avec aujourd'hui une généralisation des plateformes de e-learning. Hein, il y en a beaucoup. Et puis, non seulement une généralisation, mais aussi une utilisation croissante de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour les formations techniques et les formations de sécurité dans les organisations. Et donc derrière aussi le déploiement d'outils de mobile learning pour les opérateurs sur le terrain. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la formation se joue beaucoup à l'heure du digital. Mais pas que, puisqu'on voit parallèlement à ça également une montée en puissance de l'apprentissage en situation de travail, donc la FEST, c'est-à-dire l'intégration de la formation directement dans les process de production. L'accompagnement par des tuteurs internes ou éventuellement des référents métiers qui viennent réellement accompagner les opérateurs sur leur poste de travail et aussi une réponse aux besoins de formation continue sans sortir l'employé de son poste. Voilà. Troisième point, une requalification dans les organisations qui va être liée à la transformation des métiers industriels. Derrière ça, c'est bien la nécessité de reconvertir les salariés notamment en raison de la digitalisation des postes, de l'automatisation, de la robotisation, avec derrière des sujets d'acceptation de ces entreprises de plus en plus digitales, d'acceptation et de compétences. On voit en effet apparaître de nouveaux métiers hybrides, hein, donc les techniciens data, l'opérateur cobot, etc., qui poussent aussi à un certain nombre de requalifications dans les organisations. Quatrième point, l'individualisation des parcours de formation avec des plans de développement de compétences personnalisées et aujourd'hui une utilisation de l'intelligence artificielle pour adapter les contenus
à chaque profil, donc à chaque apprenant. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA va aussi permettre d'adapter et d'essayer de customiser la formation ou vraiment de personnaliser la formation en fonction de vos employés. Et puis, bien sûr, le renforcement du rôle des OPCO, avec des financements ciblés pour les filières en tension ou en transformation, le développement de partenariats entre PME, grands groupes et organismes de formation. Avec la réforme récente de la formation, on voit bien que tout cela est en train de transformer un certain nombre de choses. Autre synthèse, autre signal ou autre tendance, c'est donc les formations gamifiées et immersives, donc utiliser le jeu, les serious games pour former des salariés. Donc derrière serious games, simulation dans des environnements industriels pour favoriser l'engagement. Il y a aussi de plus en plus de tests dans le domaine du métaverse industriel pour la formation à distance collaborative, etc. Donc, bien sûr, tout ça est beaucoup, notamment le métaverse, encore au stade de l'expérimentation, mais on voit aujourd'hui que ça se développe. Il y a aussi le co-apprentissage, alors c'est pas nouveau, mais c'est toujours très présent, le co-apprentissage intergénérationnel qui est structuré. Donc la mise en place de binômes junior-senior pour la transmission des compétences qui peuvent être rares ou critiques dans les entreprises. Et puis aussi formalisation de ces échanges dans des plans de formation, c'est-à-dire que de l'expérience de René qui part dans 6 mois à la retraite ou dans un an, eh bien, on va en faire réellement un plan de formation de transfert de compétences. La data dans le domaine RH aussi pour anticiper les besoins de compétences, donc des formes d'analyse prédictive des besoins. Et puis aujourd'hui, là encore, l'IA qui est aujourd'hui intégrée, qui commence à être intégrée dans les entreprises pour orienter la formation stratégique. Autre point, l'ouverture aux micro-certifications, ce qu'on peut appeler aussi les open badges, c'est-à-dire la reconnaissance de blocs de compétences via des badges numériques. Et puis derrière, l'intégration progressive dans les CV internes de parcours de mobilité, de recrutement, etc. Et enfin, dernier point, dans ces tendances un petit peu, ou ces signaux émergents, la formation collaborative inter-entreprise dans les territoires. C'est-à-dire que sur un même territoire, on va mutualiser les besoins de formation à l'échelle, par exemple, d'un pôle industriel ou d'un cluster, ou même ça pourrait être une zone industrielle. Et donc, on va faire émerger un campus industriel partagé. Et on voit aujourd'hui beaucoup ça dans des territoires en reconversion. Voilà. Voilà pour les sujets un petit peu inspirants et les signaux émergents. Et puis, on voulait vous faire quelques focus aussi sur la formation avec un certain nombre de paradoxes. Paradoxes sur l'apprentissage et puis un certain nombre d'interrogations aussi sur l'avenir de la formation. Et un sujet qui a été beaucoup partagé, on va dire, cette dernière année, c'est l'inquiétude sur la baisse des niveaux de compétences, baisse du niveau scolaire d'une part, qui a été ressentie notamment dans on va dire, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, que ce soit des bacs ou jusqu'à bac plus 4, hein, donc avec bac plus 4, bac plus 5, avec aujourd'hui des écoles, et notamment des écoles d'ingénieurs, qui évoluent sur leur mode de recrutement pour pouvoir intégrer des profils qui n'auraient pas forcément passé les concours. Donc voilà, donc niveau trop élevé et donc nécessité aussi pour certaines écoles de s'adapter à ça face à des jeunes qui n'ont plus forcément le niveau pour accéder à ces formations. Des formations d'ingénieurs aussi avec moins de pratique. Donc, on vous a juste mis un exemple là d'un chef d'entreprise qui partageait qu'un jeune qui était ou qui sortait d'école d'ingénieur, qui avait dessiné des pièces qui étaient derrière impossibles à fabriquer. Et puis, cette baisse de niveau de compétences, elle se ressent aussi au niveau des clients sur les compétences techniques, les connaissances techniques, avec aujourd'hui des clients historiques qui n'ont plus les compétences dans les achats. Ça, on l'a encore entendu la semaine dernière, hein, donc des acheteurs qui n'ont pas la compétence pour pouvoir réellement savoir ce qu'ils achètent. Et donc derrière, ça veut dire que le client doit accompagner, le fournisseur doit accompagner son client aussi à ce niveau technique. Et puis, on parlait d'engagement tout à l'heure, eh bien, désengagement, perte de savoir-faire, baisse de la qualité des fournisseurs,
versus demande de plus en plus exigeante des clients. On voit bien que là, il y a un énorme paradoxe aussi sur ce sujet-là. Alors, ces paradoxes sur l'apprentissage posent aussi des interrogations sur l'avenir de la formation. Donc, plusieurs, là aussi, témoignent de 3 industriels en plus de 10 ans. C'est la première fois que je choisis de ne plus embaucher d'alternants. Donc, il y a une vraie remise en question, remise en cause des formations par apprentissage par de nombreux dirigeants. Souvent, les sujets qui sont évoqués, c'est moins de retour sur investissement, une baisse des aides qui ne va pas faciliter aussi l'intégration d'apprentis dans les entreprises, la volatilité des expériences, difficulté aussi à fidéliser les apprentis, et puis aussi réellement un manque d'engagement, c'est-à-dire qu'un apprenti peut décider finalement de ne plus venir au travail ou de ne pas venir tel jour, ou voire même de ne plus jamais venir et ne pas prévenir l'entreprise. Donc on a là encore une forme de paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, on a une progression de l'alternance, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage qui ont doublé sur la période 2019-2023, l'ouverture de nombreuses écoles et de centres de formation autour de l'apprentissage, une augmentation de la prise en charge de la formation par les entreprises, notamment de la formation des futurs salariés par les employeurs, et en opposition de ça, comme je vous le disais, une remise en question, trop de turnover, trop de difficultés à fidéliser, des tensions croissantes sur des métiers dans de nombreux secteurs, ces fameux ressentis de baisse des niveaux, je vous en ai parlé, des nouvelles générations, baisse des aides, reprise des financements par l'URSSAF, augmentation des frais de scolarité et un public d'alternants pour externaliser aussi des missions ponctuelles. Donc voilà, beaucoup de paradoxes autour du sujet de l'apprentissage. Et derrière, il y a aussi les reconversions professionnelles en interne. Ça, c'est un autre signal, c'est-à-dire des promotions internes liées aux appétences des collaborateurs plutôt qu'à leurs compétences. Voilà. Donc l'idée derrière est de pouvoir permettre aux collaborateurs de les orienter vers ce qu'ils ont envie de faire plutôt que plutôt que ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc on observe aujourd'hui une augmentation de ces reconversions professionnelles internes, pas que, mais essentiellement internes. Et donc derrière, ça pose la question de l'interchangeabilité des compétences. Et là, on vous a donné un exemple, l'atelier Tufri, qui est une entreprise, alors non pas mécanicienne, mais dans la confection, donc plutôt textile, dans la confection de jeans, qui a complètement repensé sa chaîne de production en poussant la polyvalence à son maximum, puisque un salarié peut changer de poste toutes les 5 à 20 minutes. Voilà. Les bénéfices partagés par Tufri à ce sujet, c'est bien sûr des tâches variées, donc plus intéressantes pour les salariés, donc beaucoup plus d'engagement, des gestes moins répétitifs, donc moins de TMS, des corps moins abîmés, et puis aussi une plus grande flexibilité, bien sûr, pour gérer notamment les absences. La question ou le questionnement, c'est demain, est-ce qu'il vaut mieux privilégier, et je pense que la question elle se pose dès aujourd'hui, hein, des compétences de spécialistes ou des compétences généralistes? Je sais que vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à ce type de questions. On pourrait mettre ça en parallèle aussi entre le savoir-faire et le savoir-être. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui recruter du savoir-faire ou du savoir-être? Beaucoup aujourd'hui partagent le fait qu'il vaut mieux intégrer du savoir-être et former directement en interne. Et le numérique aussi. Et enfin, on va terminer la présentation avec quelques signaux sur l'usage du numérique et de l'information, avec effectivement le numérique, comme le disait Benoît, c'est la digitalisation de l'information, c'est vraiment une tendance de fond. Là, il y a quelques nouveaux signaux faibles qui apparaissent, avec notamment l'usage de l'émergence de l'IA générative, hein. Donc voilà, donc un premier signal avec la question de l'adaptive learning, qui, si cet adaptive learning pouvait devenir la norme, c'est le principe que en fait, ça répond à l'hyper-personnalisation finalement des parcours de formation, qui proposent des contenus qui sont vraiment adaptés en termes de développement et de modalités de contenu et de progression pédagogique par rapport à la personne formée. Et un signal qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation de plus en plus forte et de plus en plus voilà, d'utilisation par rapport aux neurosciences, avec l'objectif derrière, c'est de trouver justement les moyens de capter, de conserver l'attention des apprenants
notamment en développant des nouveaux formats comme le micro-learning, c'est-à-dire des petites séquences très adaptées à un besoin sur le moment, notamment des besoins opérationnels en situation de travail, qui est également permise grâce au développement du mobile learning, c'est-à-dire la capacité d'avoir des contenus directement sur téléphone ou sur tablette. Un autre point qui est aussi qui est émergent, on voit qu'il y a des solutions de coaching automatisées par l'IA qui émergent avec des plateformes d'IA qui sont en cours de développement pour fournir voilà, des coachings automatisés aux salariés basés sur les interactions de travail et leur performance. L'objectif ici, c'est voilà, c'est un soutien de développement personnalisé et continu qui utilise ces assistants IA pour encourager voilà, un développement autonome, l'accès à des ressources pédagogiques et de pouvoir améliorer les compétences et les performances des salariés. Et enfin, un dernier signal sur le développement de ce qu'on appelle les digital twins, donc les jumeaux numériques, pour la gestion des compétences. Un peu sur le même modèle qu'on peut le voir dans l'industrie sur des pièces ou sur le modèle des patients dans la médecine, on voit qu'il y a actuellement l'émergence de plateformes de jumeaux virtuels, donc c'est-à-dire des répliques virtuelles de process organisationnels qui intègrent justement les personnes, les compétences, les expériences et les performances des salariés pour faire de la gestion, pour positionner ces salariés sur des projets. Donc, c'est quand même une remise un peu en question de la gestion des compétences dans l'entreprise, avec pour objectif voilà, cette optimisation de la gestion des talents, le fait de permettre de tester, de planifier des compétences pour un projet et par la suite les formations pertinentes liées à ces projets. Et enfin, de pouvoir aussi prévoir des absences ou des risques de turnover sur certaines activités. Et enfin, oui, il en restait un. On trouvait intéressant de partager, enfin nous, on a trouvé ça intéressant, le fait que des entreprises utilisent de plus en plus les méthodes de prospective dans la gestion des talents et dans la gestion des formations, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la pensée, l'approche future back, qui est d'imaginer d'abord finalement le futur souhaité de l'entreprise pour ensuite développer les programmes de formation plutôt que l'inverse. Donc c'est un peu une pensée inversée là-dessus et qui nous semblait intéressant de partager. Voilà, on a un peu dépassé le temps. Juste avant de vous quitter, d'ouvrir un peu les échanges aussi, on voulait vous présenter le nouveau dossier de fond qu'on a préparé sur la prospective des métiers, la mutation au cours et des compétences de demain. C'est un peu une, une exploration des enjeux auxquels peuvent faire face les entreprises liées aux grandes transformations actuelles et qui impactent les métiers et les compétences dans l'industrie. Donc, ce dossier est disponible sur le site Mecalios, sur la page Prospective Industrie. On vous invite à aller le voir. Et c'est dans l'espace ouvert, donc pas besoin de login mot de passe pour accéder à ce dossier. Voilà. On vous a donc mis nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin ou si vous avez envie d'échanger autour de ces sujets. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à activer votre micro et votre caméra. Et si ce n'est pas le cas, nous vous remercions. Et je terminerai en vous disant également que ces 3 webinaires, donc là, aujourd'hui, c'était donc le 3e, sont mis, et celui-là va être mis aussi en ligne dès cet après-midi, directement sur le site de Mecalliance en format ouvert. Donc, vous pourrez ensuite les revoir, les partager, vous replonger dedans si vous n'avez pas tout pu suivre ou si vous avez envie de revoir un point particulier. Voilà. Voilà, je vois pas de caméra activée ni de micro a priori. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. On peut en terminer là et donc on vous dit à bientôt. Voilà, on reste encore en ligne si jamais vous avez des questions. Sinon, nous vous souhaitons un bon après-midi. Voilà. Bonjour. Oui, une question. Oui, excusez-moi, Oui. j'avais une question. Oui, je vous en prie. Donc, c'est Charlotte, c'est ça? Oui, c'est ça.
Très bien. Je vous consultais pour savoir si vous aviez eu aussi des informations par rapport à tout ce qui était politique de diversité et inclusion. Est-ce que ça faisait partie aussi de votre revue par rapport justement à cette revue RH? Alors, en fait, on n'a pas forcément de retour direct des entreprises, si ce n'est que c'est un sujet pris en compte déjà depuis, on avait fait un sujet là, dessus il y a maintenant 1 an. On n'a pas eu forcément de signaux de changement liés à ça, mis à part dans la veille et ce qui se passe, pas forcément en France, mais aux États-Unis. Oui, bah, c'était un Euh, peu pour ça que je faisais ma oui, question, en fait, effectivement. liée au contexte récent et actuel international sur le sujet. Moi, je vois personnellement beaucoup de changements et je voulais savoir un peu si c'était quelque chose qui devenait, alors beaucoup de changements aux US et je voulais savoir si ça venait aussi en Europe, en France. Alors, nous, ce qu'on y voit, c'est qu'effectivement, il y a des pressions gouvernementales de la part du gouvernement Trump sur, comment dire, pas la baisse, mais l'arrêt même de certaines de subventions par rapport à des universités, par rapport à des entreprises qui promeuvent là, justement ces questions de DEI, hein, donc diversité, équité, inclusion, lucidité. Pour le moment, on n'en voit pas trop en France, si ce n'est que certains grands groupes le mettent, suivent plutôt ces directives gouvernementales. On n'a pas eu ces questions-là, en tout cas dans d'autres réseaux, avec les personnes avec qui on s'est entretenu. On n'a pas eu forcément de grands changements en France, en tout cas. Aux États-Unis, oui, c'est sûr. Ce qu'on y voit aussi, c'est si on peut élargir un peu le spectre, c'est aussi, on est un peu dans un moment où on voit que les grands changements, les grandes lames de fond qu'il y a pu avoir ces dernières années, font face à on va dire des contredanses ou des forces de résistance de plus en plus fortes actuellement, et qui fait que on voit deux extrêmes qui s'affrontent plutôt que d'être, on va dire, un équilibrage, je ne sais pas trop comment C'est ce expliquer, qu'on mais appelle souvent un phénomène de contrebalancier, quoi. C'est-à-dire que quand vous Hmm, avez comme ça, par exemple, un curseur qui est poussé, par exemple, sur l'inclusion, vous allez, plus le curseur va être poussé d'un côté, plus vous allez avoir des phénomènes de résistance qui vont se mettre en face. Ce qui est difficile en prospective, c'est de savoir vers quoi on va. Donc, c'est-à-dire quand le balancier est fort comme ça, on voit et ça, on peut le vérifier dans plein de domaines. Et donc aujourd'hui, dans ce contexte-là notamment, mais d'autres, hein, on voit qu'il y a ces phénomènes de contrebalancier, de résistance. Donc nous, forcément, notre boulot, c'est d'observer ça et de voir comment ça va s'orienter, quoi. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que il y a une sorte de point d'équilibre qui se trouve à un moment donné. Voilà. C'est-à-dire que les curseurs, ouais, c'est pour ça qu'on aime bien l'image du balancier, c'est-à-dire quand le balancier arrête de balancer, on retrouve le point d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où sera ce point d'équilibre. Pour l'instant, aujourd'hui, en France et plus généralement en Europe, par rapport à ces sujets-là, on ne voit pas de signaux, en tout cas pas partagés par les entreprises, beaucoup d'interrogations, mais pas réellement de sujets qui émergent en tant que tels, quoi. Voilà. ok. c'est un petit peu la parallèle avec les aspirations au changement, enfin la prise en compte du changement climatique et des questions de transition écologique dans les entreprises. On a vu qu'il y avait une forte accélération ces dernières années, et pour autant, des dirigeants qui nous partagent le fait que cette transition n'est plus forcément considérée comme une priorité à l'heure actuelle, alors qu'elle l'était il y a quelques années. Donc on fait ça un petit peu de parallèle, mais on voit voilà, des contre-tendances apparaître qui, encore une fois, c'est des axes d'incertitude où nous, ce qu'on y voit, voilà, c'est cette question de balancier, d'équilibre des forces. En Ok. tout cas, on vous garantit que ça fait partie de notre scope. Ça, c'est Ouais, je m'en doutais, oui. évidemment des sujets qu'on surveille. Donc nous, là, on aborde là, en juin, de nouvelles rencontres prospectives avec des nouveaux signaux. Et ça fait partie des sujets qu'on explore actuellement. Pour l'instant, à part des interrogations, on n'a pas réellement autre chose que des interrogations sur ces sujets-là, quoi. Voilà. Ok. Merci. Merci, Charlotte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai cru voir une autre main levée, mais je vous avoue que j'ai pas sur mon écran l'ensemble des participants. Non? Oui, Damien. Damien, Ouais.
Juste un Damien. petit point là sur les apprentis. Est-ce qu'on pourrait pousser, parce que si l'apprentissage n'est pas n'est plus ou n'est pas une voie pour certains de formation idéale, ça veut dire que est-ce que la voie on va dire scolaire est meilleure et c'est là-dessus qu'ils se retournent ou enfin ce serait intéressant d'éclairer lors de prochains échanges pour ceux qui ont levé le carton rouge là. Ouais, De dire ouais, Damien, tu connais bien le principe, ouais. qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qu'ils préfèrent en fait, Ouais, ouais. ou qu'est-ce qui en remet en cause sur le modèle. Donc le modèle économique, oui sûrement, mais ça faut, je veux dire, si l'excuse c'est le coût, on a du travail à faire parce qu'il faut se mobiliser pour voir comment on peut financer tout cela en dehors de le faire supporter encore une fois aux entreprises qui payent déjà beaucoup par ailleurs. Mais ça, on peut, je pense, travailler le sujet. Par contre, si c'est sur le domaine des compétences, comment dirais-je, de l'évaluation des compétences ou du l'engagement. transfert de compétences en entreprise et dans les CFA, je pense que ça peut être un point tout à fait important, échanger avec nos CFA ou avec en entreprise le suivi par les maîtres d'apprentissage, les outils qu'on leur donne pour en faire l'évaluation et donner l'apprentissage aux jeunes, quoi. Donc je pense que ce serait intéressant de Ouais. prolonger. Il y avait un élément qu'on a partagé, mais qui a été partagé par pas mal de dirigeants qui peut ouvrir un peu le spectre juste à l'apprentissage en tant que tel, mais c'est lié à l'engagement. Et nous, on a eu plusieurs dirigeants qui nous ont dit j'arrête de recruter des jeunes de 20 ans aujourd'hui parce que j'ai trop de problèmes d'engagement. Voilà. Donc, je vais plutôt faire le choix de recruter éventuellement même plutôt des seniors qui sont à 3 à 4 ans de la retraite, voilà, parce que eux, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont engagés, voilà. Donc il y a aussi ce genre de sujets qui sont derrière, c'est-à-dire que c'est pas que un sujet de compétences. Mais on va creuser le sujet, voir si Oui, derrière, parce que du coup, quels ces sont les choix entreprises-là, après, je sais pas s'il y en a autour de la visio là, qui pourraient s'exprimer aussi sur le sujet, c'est-à-dire qui en finalement laissent le soin à d'autres entreprises de formater ou de rendre les gens plus attachés à leur travail et puis de les récupérer un peu plus tard. Mais c'est Je ça. sais pas. C'est Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, si hein. quelqu'un veut partager sur ça, ouvrez les micros, Pourquoi pas, il n'y a pas mais de problème. c'est intéressant, voilà. Bon. Merci. Merci Damien. Merci. D'autres questions, remarques? Je ne vois pas de petites mains jaunes se lever a priori. Non? Très bien. Eh bien, nous vous souhaitons un bon après-midi. Rendez-vous, si vous le pouvez, dans les territoires pour les rencontres prospectives. Et puis sinon, restez connectés pour nos actualités, nos sujets, nos contenus. Et puis, dès septembre aussi, de nouvelles rencontres et de nouveaux sujets à venir. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.